Mesdames, Messieurs, chers amis, nous avons ce soir le très grand plaisir d'accueillir à Sofia Monsieur Jean-Marc Auvace, que je veux d'abord remercier très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation et d'être venu jusqu'à nous, ici à Sofia, pour cette conférence. Merci de l'applaudir. Monsieur Jean-Marc Auvace, vous êtes l'un des plus grands spécialistes de Victor Hugo, directeur de recherche au CNRS. Vous êtes également professeur de littérature française à Sorbonne Université, où vous occupez la chaire de poésie française du XIXe siècle. Ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé et docteur ès-lettres, vous avez consacré à Victor Hugo une œuvre critique et biographique majeure. Votre grande biographie, dont le 3e et dernier tome est en préparation, s'est imposée comme une référence essentielle pour la connaissance de l'écrivain, de son œuvre et de ses engagements. Vous avez également édité, seul ou en collaboration avec un autre grand spécialiste de Victor Hugo, Guy Rosa, plusieurs des textes les plus politiques de Victor Hugo, notamment Les Châtiments, Napoléon le Petit et Histoire d'un crime. Ce travail dit bien ce qui fait la force de votre lecture de Victor Hugo, une attention constante au lien entre la littérature, l'histoire et la responsabilité morale et politique de l'écrivain. C'est précisément ce qui donne tout son sens à votre conférence ce soir. À travers ce moment d'histoire, vous allez nous inviter à revenir sur l'année 1876, lorsque Victor Hugo, bouleversé par les massacres commis en Bulgarie, notamment à Batak, élève la voix non seulement pour nommer l'horreur, mais aussi pour dénoncer la passivité des gouvernements européens. Dans son texte, Victor Hugo va bien au-delà de l'émotion immédiate. Il pose la question plus vaste de la responsabilité des États, des gouvernements, devant la violence faite au peuple. Une question, malheureusement, qui n'a jamais été démentie par l'actualité. Ce texte contient l'une de ces formules saisissantes dont Victor Hugo a le secret et qui a donné le titre à votre conférence ce soir. Vous l'avez choisi et vous allez nous dire pourquoi. L'avenir est un dieu traîné par les tigres. Cet appel fut entendu, vous nous le direz, notamment par de jeunes Bulgares alors présents en France, qui y virent une parole de justice, de solidarité et d'espérance. Nous sommes donc particulièrement heureux que cette conférence ait lieu ici, à Sofia, à l'Institut français de Bulgarie. L'Institut français de Bulgarie qui a une très longue histoire, plus que 100 ans maintenant, puisqu'il a été fondé en 1924, même si au départ c'était une alliance française, et nous en discutions tout à l'heure, un institut qui a accueilli aussi un grand écrivain français. Vous avez donc son portrait, et j'aimerais le mentionner, Romain Gary, qui pendant 2 ans était ici comme diplomate à l'ambassade de France à Sofia. Donc tout ça pour vous dire que c'est un lieu qui est habité par la littérature, habité par des grands écrivains, et que tout cela résonne avec une intensité particulière. Et donc, je suis vraiment, et nous sommes très reconnaissants à M. Jean-Marc Auvace de venir partager avec nous cette profondeur historique, littéraire et européenne. Avant d'inviter M. Jean-Marc Auvace à me rejoindre, je voudrais, parce que je l'oublie souvent, remercier d'avance nos 2 magnifiques interprètes qui font un travail formidable à chaque fois et que je vous invite à applaudir. Et puis, je voudrais aussi remercier pour leur présence l'équipe pédagogique de l'établissement scolaire Sainte-Marie de Neuilly-sur-Seine, ainsi que l'ensemble des élèves qui sont avec nous ce soir. Merci de nous avoir rejoints, merci d'être avec nous ici à l'Institut français à Sofia. Voilà, j'ai été un peu long, mais encore une fois, mille merci. Et maintenant, j'ai l'immense honneur et plaisir de donner la parole à Monsieur Jean-Marc Auvace,
Et juste une dernière chose, nous en parlerons peut-être tout à l'heure, pour ceux qui lisent le bulgare, un numéro spécial pour cette revue prestigieuse, Cultura, consacré justement à cet anniversaire, à ces 150 ans de l'insurrection d'avril. Et dans ce numéro, vous pourrez lire notamment un très bel entretien avec monsieur Jean-Marc Ovas, pour ceux qui lisent le bulgare. Voilà. Merci. Eh bien, merci beaucoup et bonsoir à tous. Je remercie vivement Luc Lévy pour son invitation, Kalina Mindova et Zdrava Stoyeva pour l'organisation. Grâce à eux, je suis très heureux de revenir en Bulgarie, puisque j'y étais venu parler une première fois le 10 décembre 2015, c'est-à-dire il y a 10 ans, 4 mois et 6 jours, à peu près à la même heure, mais pas dans la même salle, à l'invitation de Jean-Jacques Ségara, alors attaché de coopération universitaire et scientifique à Sofia. C'était à l'occasion de la sortie du livre « Discours et proclamations choisis » de Victor Hugo, un livre édité à Sofia par Daniela Dokowska aux éditions Sibi. J'étais venu présenter le volume en compagnie de l'éditrice Daniela Dokowska, Andrei Manolov et Georgi Tsankov. De quoi s'agissait-il précisément? Non pas d'une nouvelle édition, mais en réalité de la simple réédition d'une anthologie de textes de Victor Hugo, traduit en bulgare par Dimitri Rizov en 1896. L'éditrice était retombée sur l'édition originale de cette traduction et en avait proposé la réédition. Dimitri Rizov, qui joue un rôle important, un rôle politique important, est aussi un grand nom dans l'histoire des relations entre Victor Hugo et la Bulgarie, puisqu'il avait traduit Les Misérables en 1880, Histoire d'un crime en 1882 et Notre-Dame de Paris en 1890. Ces discours et proclamations choisis de Victor Hugo, publiés en 1896, étaient une anthologie composé à partir des 3 et même 4 volumes d'un livre de Victor Hugo intitulé « Actes et paroles ». Ces actes et paroles, c'est une anthologie que Victor Hugo c'est un ensemble que Victor Hugo a constitué à la fin de sa longue existence pour réunir la plupart de ses interventions publiques. Rappeler rapidement le contenu de ces actes et paroles va nous permettre de parcourir à grands pas sa carrière politique et de resituer son intervention en faveur des Bulgares, dont je viens vous parler aujourd'hui, en m'insérant dans le cycle de débat Europe, repères et valeurs dans le désordre du monde. Sujet austère, mais je suis heureux, comme vous l'avez rappelé, d'avoir, grâce à Victor Hugo, et c'est un des avantages de travailler en sa compagnie, le plus beau titre du cycle, j'espère que vous en conviendrez, « L'avenir est un dieu traîné par des tigres ». C'est la phrase à retenir, et si j'arrive à vous l'expliquer, je ne serai pas revenu en vain en Bulgarie. Mais je commence par les actes et paroles. C'est en juin 1875 que Victor Hugo, alors âgé de 73 ans, décide de publier l'ensemble de ses interventions depuis ses débuts en politique. Le livre sera publié en 3 tomes entre juin 75 et juillet 76, donc nous fêtons aussi son 150e anniversaire de ce livre. Le premier tome, qui s'intitule « Actes et paroles 1, avant l'exil », paraît en juin 1875, précédé d'une préface intitulée « Le droit et la loi ». Il comporte 38 textes, majoritairement des discours prononcés, regroupés en 9 catégories qui donnent une bonne idée des activités de Victor Hugo à cette époque-là. Académie française, où il avait été élu à 39 ans en 1841. Chambre des pairs. La Chambre des pairs, c'est l'équivalent de la Chambre des lords en Angleterre, et c'est devenu en France le Sénat plus tard, mais c'était encore la Chambre des
père. Il a été pair de France en 1845. Réunions électorales, assemblées constituantes, assemblées législatives, c'est toute sa carrière sous la Deuxième République, où il a été élu donc député. Et puis encore des interventions dans un grand événement dont on n'aura pas le temps de parler aujourd'hui, mais qui s'appelle les Congrès de la paix. Des interventions dans des tribunaux, puisqu'il est allé plaider. Des interventions un peu particulières qu'il regroupe sous le terme d'enterrement, puisqu'il a fait des discours funèbres. Et voilà, et puis une vingtaine d'autres textes regroupés en notes. Tous ces textes sont assortis de petites introductions explicatives attribuées à l'éditeur dans Actes et Paroles, mais elles sont en réalité, pour la plupart et même en totalité, écrites par Victor Hugo lui-même, pour éclairer le contexte politique ou historique. Ce premier volume, Avant l'exil, est sans doute aujourd'hui le plus célèbre, puisqu'il regroupe tous les grands discours de Victor Hugo prononcés lors de l'apogée de sa carrière politique, que l'on peut dater de la Deuxième République, donc, qui va de 1848 à 1851. Le deuxième tome s'intitule Actes et Paroles 2 pendant l'exil, 1852-1870, une petite vingtaine d'années. Il paraît en novembre 1975, précédé d'une préface très intéressante intitulée « Ce que c'est que l'exil », un texte dans lequel Hugo raconte son exil. Ce volume propose, dans un ordre chronologique, les discours prononcés lors d'événements commémoratifs organisés surtout à Jersey, quand il était en exil, mais aussi les proclamations affichées ou éditées en plaquettes. Là, c'est plutôt la période d'exil quand il était à Guernesey cette fois. C'est à peu près la même chose, c'est les deux îles anglo-normandes dans la Manche. On y trouve aussi des lettres ouvertes, des interventions, des réponses aux sollicitations qui lui étaient envoyées du monde entier, surtout à partir de la publication et de l'immense succès des Misérables en 1862. C'est à partir de ce moment-là que, véritablement, puisque le livre était sorti, le roman était sorti dans tous les pays du monde, eh bien, il reçoit des sollicitations d'intervention depuis tous les pays du monde. Ce deuxième volume représente 73 textes, plus une vingtaine d'autres en notes. Enfin, le troisième tome, Actes et Paroles 3, depuis l'exil, 1870-1876, est publié en juillet 1976, 6 mois après l'élection de Victor Hugo au Sénat. Il est précédé d'une préface intitulée « Paris et Rome » et regroupe les textes des interventions de Victor Hugo depuis son retour à Paris au lendemain de la proclamation de la République en 1970, jusqu'à son dernier discours prononcé avant la parution du volume, l'amnistie au Sénat, très grand discours prononcé en mai 1876, dans lequel Victor Hugo réclame que ceux qui ont fait la Commune à Paris soient amnistiés, alors qu'ils étaient pour l'instant pourchassés et interdits de séjour, interdits de résidence en France. Une cinquantaine de textes composent ce troisième et dernier volume qui est vraiment organisé autour du pivot central que représente la Commune de Paris. Enfin, 4 ans après la mort de Victor Hugo, en 1889, c'est l'année du centenaire de la Révolution française, année importante. 4 ans après sa mort, ces 3 volumes d'Actes et Paroles sont complétés par un 4e et dernier volume, Actes et Paroles 4, depuis l'exil, 1876-1885, dont l'édition est préparée par les exécuteurs testamentaires de Victor Hugo, ses amis Paul Meurice et Auguste Vacry. Ce 4e et dernier tome s'ouvre précisément sur le texte qui nous intéresse aujourd'hui, consacré à la Bulgarie. Ce texte occupe donc une place tout à fait spécifique dans l'histoire du recueil. C'est le premier texte du dernier volume, ou du volume supplémentaire, si l'on peut dire. On le voit, ces Actes et Paroles en 3 puis 4 volumes forment un ensemble considérable
donnant de l'avis même de la note liminaire de l'éditeur dans le premier tome, donnant entière et complète la vie publique de Victor Hugo. Leurs 3 préfaces, qui peuvent se lire à part et ont du reste été éditées à l'époque séparément aussi, constituent un condensé de philosophie politique soulignant la cohérence de textes et de circonstances disparates et mettant en relation le parcours de Victor Hugo et l'histoire de son siècle. Ce sont aussi des professions de foi en faveur de la fondation de la République et de la lutte contre le parti clérical. Quant au contenu total de ces actes et paroles, si vous avez fait le total, il s'agit donc d'un ensemble d'environ 200 textes qui réaffirment sans cesse le principe républicain et tous ceux qui lui sont attachés, la liberté, le droit, la justice, l'humanité. Le traducteur bulgare de 1896, dont je vous ai parlé en commençant, Dimitri Rizov, n'en avait conservé pour son anthologie que 10, c'est-à-dire 10 textes sur les 200, environ 5% de l'ensemble, ainsi répartis, une première moitié empruntée au grand discours de la Deuxième République, et puis, de l'autre côté du coup d'État de décembre 1851, une seconde moitié traitant de l'actualité des 10 dernières années. Je passerai rapidement sur la première moitié, encore qu'il serait intéressant d'interroger les choix faits à la fin du XIXe siècle par un grand intellectuel bulgare comme l'était Dimitri Rizov. Il concernait principalement la liberté de la presse, la défense par Victor Hugo de la liberté de la presse, sa défense du suffrage universel, et puis le dernier discours de Victor Hugo à la tribune avant le coup d'État, le plus célèbre de tous, le discours contre la révision de la Constitution proposée par le pouvoir pour se maintenir en place. Le pouvoir, c'était Louis Louis-Napoléon Bonaparte, neveu présumé de Napoléon Ier, qui était aussi le premier président de la République française, élu au suffrage universel, masculin certes, direct, en décembre 1948. La Constitution qui avait été votée en 1948 lui interdisait de briguer 2 mandats, donc il ne pouvait pas se représenter. Et or, il voulait rester au pouvoir, donc il n'avait qu'une seule solution, c'était de demander la révision de la Constitution, mais pour cela, il fallait qu'il obtienne les 3/4 des voix à l'Assemblée, et c'était l'objet de ce fameux discours sur la révision de la Constitution. Hugo, bien sûr, était contre, et c'est dans ce fameux discours qu'il appelle à la tribune Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon le Petit, pour une première fois. Donc il trouve son titre, le titre de son futur livre dans ce discours qui fit scandale, puisque on l'a arrêté dans son discours en lui disant qu'il offensait, qu'il insultait le président de la République, ce qui lui permit de se justifier en disant ceci: ce n'est pas l'offenser que de dire qu'il n'est pas un grand homme. Ce qui lui permit aussi de se répéter, donc il a répété sa formule 2 ou 3 fois. Non, après Napoléon le Grand, je ne veux pas de Napoléon le Petit. Et puis, ça lui a laissé l'occasion aussi d'aggraver son cas. Il a eu aussi cette autre formule, trêve aux parodies. Pour qu'on puisse mettre un aigle sur les drapeaux, il faut d'abord avoir un aigle aux Tuileries, qui était le siège du gouvernement. Où est l'aigle ? Ce discours a été suivi d'effets, peut-être, même certainement, puisqu'il a fait chuter la bourse de 25 centimes à l'ouverture du lendemain, ce qui est très rare pour un discours politique, en tout cas ce qui était très rare à l'époque pour un discours politique, et qui est devenu beaucoup moins aujourd'hui, on a compris. Mais en revanche, la révision de la Constitution n'est pas passée à une bonne centaine de voix près. Donc c'est un peu l'origine du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, qui n'avait plus que cette solution pour se maintenir au pouvoir, et c'est aussi l'origine de l'exil de Victor Hugo, puisque Louis-Napoléon Bonaparte devient Napoléon III en se maintenant au pouvoir et en faisant son coup d'État, et il expulse Victor Hugo avec une 60aine d'autres députés vers l'exil, exil que Victor Hugo passa successivement à Bruxelles, à Jersey, puis à Guernesey. Parmi les innombrables interventions de Victor Hugo en exil, Dimitri Rizov n'en a retenu qu'une qui est loin d'être la plus connue, mais on va deviner la raison de son choix
très vite, car il s'agit déjà de s'élever contre l'oppression de l'Empire ottoman. Le 21 août 1866, la Crète s'était insurgée contre la domination turque, puisque la Crète était alors occupée par la Turquie, et avait demandé son rattachement à la Grèce. En novembre, par l'intermédiaire du journal L'Orient, Victor Hugo avait reçu un appel des insurgés. Entre-temps, l'insurrection avait été étouffée, mais Hugo avait néanmoins lancé, à la date du 2 décembre 1866, un premier appel pour les Grecs écrasés par les Turcs, pour les Grecs de Candie, donc les Crétois en réalité, écrasés par les Turcs. Oui, écrivait-il, Candiote, puisqu'on appelait la Crète du nom de sa ville du nord Candie, donc Candiote, ce sont les Crétois. Oui, Candiotes héroïques, opprimés d'aujourd'hui, vous êtes les vainqueurs de l'avenir. Persévérez, même étouffés, vous triompherez. La protestation de l'agonie est une force. C'est l'appel devant Dieu qui casse quoi? Les rois. Dans ce même appel, Hugo rappelait des vérités éternelles dans une forme efficace et concise. Je le cite encore. Une insurrection étouffée n'est point un principe supprimé. Il n'y a pas de faits accomplis. Il n'y a que le droit. Le droit est insubmersible. Des vagues d'événements passent dessus, il reparaît. Et dans ce même appel pour les Crétois de décembre 66, il posait déjà la question de l'Europe de cette façon. En attendant, le sang coule et l'Europe laisse faire. Elle en prend l'habitude. C'est aujourd'hui le tour du sultan. Il extermine une nationalité. Quelques semaines plus tard, en février 67, Hugo reçoit un nouvel appel lyrique du peuple crétois. Voilà cet appel du peuple crétois. Poète, notre belle langue le dit, tu es créateur. Puisque poète, en grec, ça veut dire créateur. Poète, notre belle langue le dit, tu es créateur, créateur des peuples, comme les chantres antiques. Par tes chants splendides des orientales, tu as déjà grandement travaillé à créer le peuple hellène moderne. Achève ton œuvre. Hugo répond dès le lendemain une lettre vibrante, s'attaquant à la plus lâche de toutes les conspirations, celle qu'il appelle la conspiration du silence, qui risquait, annonçait-il, de se solder par une révolution. 2 ans plus tard encore, le 2 février 69, le président du gouvernement provisoire de Crète, à la veille d'une tournée en Amérique, demande à Victor Hugo son soutien. Hugo lui répond « Puisque vous le croyez utile, l'Europe étant sourde, je me tournerai vers l'Amérique. Espérons de ce côté-là. » Évidemment, c'était douloureux pour lui de devoir demander à l'Amérique de faire ce que l'Europe ne faisait pas. Et il s'était adressé en son nom aux États-Unis d'Amérique, censés pallier cette insuffisance de l'Europe. C'était donc le monde à l'envers, à moins que ce soit le nôtre qui soit à l'envers. Ce n'est pas seulement au secours de la Grèce que viendra l'Amérique, écrit Victor Hugo. Ce n'est pas seulement, donc, en s'adressant aux Américains, ce n'est pas seulement au secours de la Grèce que viendra l'Amérique, c'est au secours de l'Europe. L'Amérique sauvera la Grèce du démembrement et l'Europe de la honte. On mesure bien tout ce qui rapproche la Crète oppressée par la Turquie à la fin des années 60, de la Bulgarie et des Balkans oppressés par la Turquie 10 ans plus tard. Du reste, après avoir retenu quand même aussi le très important discours de Victor Hugo au Sénat pour l'amnistie des communards, dont je vous ai déjà dit un mot, c'est son dernier très long discours, c'est son très grand discours au Sénat de 1976, Dimitri Rizov passe directement dans son anthologie au fameux appel de Victor Hugo du 29 août 1876, dont le titre est « Pour la Serbie ».
ce que l'éditeur Rizov traduisait ainsi « les massacres bulgares ». En accompagnant cette traduction légèrement infidèle du titre, de cette petite note assez plaisante que je vous lis, cette proclamation a été faite en 1876, mais suite à l'ignorance des Français en termes de géographie, elle est intitulée « Pour la Serbie ». Note plaisante, mais éminemment contestable, car le titre « Pour la Serbie » est bien de Victor Hugo, dont il est toujours périlleux de prétendre dénoncer l'ignorance, tandis que celui des massacres bulgares est anachroniquement emprunté à Gladstone. Il est exact, en revanche, de parler de proclamation et non de discours, car si Victor Hugo était bien sénateur de la Seine, c'est-à-dire de Paris, depuis janvier 1976, son intervention dans la crise des Balkans est faite en son nom propre, dans les journaux, indépendamment de ses activités parlementaires. Quoi qu'il en soit, à l'image de cette note ajoutée par Rizov en 1896, ce titre « Pour la Serbie » allait faire couler beaucoup d'encre, alors qu'il est pourtant assez facile à expliquer, ce à quoi je vais m'attacher maintenant. Il n'est déjà pas difficile, pour commencer, de montrer que Victor Hugo n'ignorait pas du tout la Bulgarie. Dès l'année 1841, dans la longue conclusion en 18 chapitres de son grand livre politico-littéraire intitulé « Le Rhin », il peint le tableau d'une Europe coincée au XVIIe siècle entre deux empires qui étaient deux colosses, le premier représentant, selon lui, la barbarie, et le second, la corruption. Le premier de ces deux colosses, c'était la Turquie, le second, c'était l'Espagne. La Bulgarie apparaît en bonne place dans l'énumération des possessions de la Turquie en Europe, dans une proposition qui réunit la Dalmatie, la Bosnie, la Servie, la Dacie et la Bulgarie. Servie et Serbie s'utilisaient alors indifféremment. Lamartine avait intitulé « Note sur la Servie », son fameux chapitre du voyage en Orient, dont tout le monde sait qu'il est passé par la Bulgarie, chapitre dans lequel il avait confié, en parlant de la Servie, qu'il aimerait combattre avec ce peuple naissant pour la liberté féconde. Victor Hugo avait sans doute lu, au moins parcouru, ce chapitre du grand livre de son ami et modèle Lamartine, puisque leurs relations ont toujours été très admiratives et suivies. 2 ans après avoir écrit La conclusion du Rhin, en tout cas, il reçoit le seul livre sur la Bulgarie qu'il ait a priori jamais conservé dans sa bibliothèque, pour autant qu'on puisse le savoir aujourd'hui. Il s'agit d'un livre intitulé « Voyage en Bulgarie pendant l'année 1841 ». Son auteur est Adolphe Blanqui, un célèbre économiste, élève et disciple de Jean-Baptiste Say. Enfin, quand on dit célèbre, c'est mauvais signe, mais il est surtout célèbre par son frère, qui était un révolutionnaire beaucoup plus à gauche que lui, Auguste Blanqui. Ce livre, Voyage en Bulgarie pendant l'année 41, avait été publié à Paris en 1943, 2 ans après les considérations sur l'état social des populations de la Turquie d'Europe, du même auteur, et il est accompagné dans la bibliothèque de Victor Hugo d'un envoi autographe à Monsieur Victor Hugo, hommage de son confrère, qui signe B, comme Blanqui, et comme Bulgarie. Blanqui avait été chargé par le ministre des Affaires étrangères, François Guizot, d'aller enquêter sur place, déjà, à propos de la répression brutale par les Turcs d'un soulèvement d'une partie des populations chrétiennes de Bulgarie, donc en 1841. C'est un livre assez épais, de plus de 400 pages, qu'on peut lire aujourd'hui facilement sur Gallica, et qui est fort intéressant. Difficile de savoir si Victor Hugo l'a lu, d'autant que l'année 1843 est l'année tragique dans sa vie du mariage et de la mort de sa fille Léopoldine, donc sans doute la pire année, même certainement l'année la pire de sa vie. Mais bon, l'exemplaire conservé dans sa bibliothèque a ses pages coupées, ce qui n'est pas le cas de tous les exemplaires qui sont dans sa bibliothèque, donc on peut imaginer, et puis il connaissait bien Adolphe Blanqui, donc on peut imaginer qu'il y a au moins jeté un œil.
Par la suite, on trouve quelques mentions de la Bulgarie dans son œuvre de l'exil, depuis Châtiment, le premier recueil poétique qu'il publie en 1853, jusqu'à une œuvre très méconnue. Déjà, je crois qu'il y a des jeunes élèves, je reparle d'Actes et Paroles, qui n'est pas le livre le plus connu de Victor Hugo. Mais alors là, on va tomber dans une pièce de théâtre beaucoup moins connue encore, qui s'appelle L'Épée. Dernière pièce qu'il a composée en exil en 1869 et qui a été publiée après sa mort dans un volume très intéressant qui s'intitule Théâtre en liberté. Donc des petites pièces, comme il était exilé, il n'avait plus de théâtre pour faire jouer ses pièces, et donc il a décidé d'écrire des pièces qui ne se joueraient pas, du moins sur le moment. L'Épée, c'est une courte pièce qui se passe dans un village de Dalmatie, au bord de l'Adriatique, sous le règne d'un duc et d'un roi tyrannique de la fin du premier millénaire. Le héros de la pièce s'appelle Slagistri, incarnation de la liberté et de la résistance. Il vit depuis une vingtaine d'années dans une grotte profonde, séparée du village principal par un précipice. Et cette grotte est ainsi décrite, c'est une pièce en alexandrin, c'était l'ancien abri du vieux peuple bulgare. Ainsi, curieusement, cet îlot de résistance, figure transparente de ce qu'est alors Guernesey pour la France, est placé sous le signe de la Bulgarie. Rappelons maintenant rapidement les faits que vous connaissez mieux que moi, qui sont à l'origine de l'intervention de Victor Hugo intitulée « Pour la Serbie », l'insurrection dite d'avril 1876 contre les occupants turcs, encore célébrée aujourd'hui comme l'aube de la Renaissance bulgare. Cette insurrection dite d'avril date en réalité des premiers jours de mai 1876, parce qu'il y a eu un changement de calendrier qui a changé de 15 jours. Mais enfin, on l'appelle l'insurrection d'avril, mais en réalité c'était, par rapport à notre calendrier d'aujourd'hui, le début du mois de mai. Cette insurrection suivait de quelques mois le début de l'insurrection en Bosnie-Herzégovine. Le sultan envoya en même temps des troupes régulières qui se trouvaient à Sofia et des hordes de bachibouzouk fanatisés qui semèrent la terreur en exécutant indistinctement les hommes, les femmes et les enfants. Le bilan fut très lourd, ainsi que le rappela le regretté Toncho Karaboulkov dans son article « Victor Hugo et les Bulgares », publié en 2003 dans la revue périodique sur la vie en Bulgarie. En définitive, écrit-il, plus de 30 000 victimes, plusieurs centaines d'hommes emmenés en captivité, des villes et des dizaines de villages incendiés, des milliers de maisons détruites. Tel fut le sinistre bilan des quelques jours de combat. Autour de 30 000 victimes, c'est en effet le chiffre sur lequel semblent s'accorder aujourd'hui les historiens bulgares. Quelques jours de combat, en effet, une quinzaine, tout au plus. Un mois tout rond, en comptant la romantique épopée du poète révolutionnaire Hristo Botev, débarqué de Roumanie avec ses compagnons sur le bord du Danube et tué le 2 juin par les Ottomans sur le mont Okolchiza. Après la Bosnie-Herzégovine, toujours en insurrection, et la Bulgarie remise au pas, la Serbie déclara la guerre à l'Empire ottoman à la fin du même mois, le 30 juin 1876. La crise se propageait dans l'ensemble des Balkans. De Paris à New York et de Londres à Moscou, la presse internationale, qui avait dépêché sur place ses envoyés spéciaux, avait déjà pris fait et cause pour les Bulgares. Le Rappel, quotidien politique fondé en 1869 par les 2 fils de Victor Hugo et leurs amis qui seront ses futurs exécuteurs testamentaires, Vacry et Meurice, le Rappel ne fait pas exception. Chacun de ces numéros, à cette époque-là, contient désormais une rubrique, souvent en pages intérieures, intitulée « Affaires d'Orient ». Le numéro du 18 août reproduit par exemple la lettre de Jovan Ristic, alors Premier ministre de la Serbie, dénonçant les excès commis par les troupes turques dans son pays. Il parle des invasions barbares, du pays méthodiquement rasé et des morts jamais enterrés, et il écrit ceci: « L'Europe n'a rien vu de semblable depuis le temps de Gengis Khan. Le gouvernement ottoman ne fait pas la guerre à l'armée serbe, il poursuit l'extermination de la nation elle-même. Il ravage le pays,
Ils portent le fer et le feu même dans les contrées où il n'y a pas de lutte à soutenir. 2 jours plus tard, toujours sous le même intitulé des Affaires d'Orient, Le Rappel publie le récit des exactions commises en mai, donc 3 mois plus tôt, par les troupes turques en Bulgarie, récit repris du Daily News, dont le correspondant avait été dépêché sur les lieux pour enquêter en compagnie du consul des États-Unis à Constantinople. Il rapportait les maisons des chrétiens systématiquement pillées par les musulmans, les viols, les supplices, les sacs remplis de têtes humaines, 3000 enfants tués, leurs cadavres promenés dans les rues au bout de baïonnettes, etc. Parallèlement à ce rapport terrifiant, le journal résume sans commentaire la proclamation de la Sublime Porte, donc du sultan, aux Serbes, les invitant à se soumettre et déclarant que la Sublime Porte considère comme ses enfants tous ses sujets chrétiens et musulmans sans distinction. En cette fin du mois d'août 1876, pendant laquelle Victor Hugo prépare son intervention en lisant les articles du Rappel, chaque numéro, ou presque, rapproche ainsi l'actualité en Serbie, d'une part, et de l'autre, l'enquête rétrospective sur la Bulgarie. Le numéro daté du 26 août consacre une grande partie de sa deuxième page à un reportage sur le front serbe, signé Gaston Lemay, journaliste et voyageur, correspondant de guerre, qui raconte les combats contre les Turcs à Zaječar, aujourd'hui Zaječar, non loin de la frontière bulgare. Une partie de la page suivante est occupée par un article intitulé « Les cruautés des Turcs ». Il s'agit cette fois de longs extraits traduits d'une lettre du consul américain sur le massacre de Batak. C'était une ville de 8 à 10 000 âmes, écrit-il, et non de 1400, comme le dit mensongèrement le rapport d'Edib Effendi. Aujourd'hui, Batak ne compte plus qu'1 millier d'habitants et n'est qu'un amas de ruines. À propos de cette ville anéantie, comparée à Pompéi et à Herculanum, le récit est particulièrement saisissant, avec ses enfants brûlés vifs, ces squelettes de femmes et d'enfants décapités et rongés par les chiens, ces monceaux de corps en putréfaction. Immédiatement après, vient sans transition dans le journal la proclamation du sultan aux Serbes, donnée cette fois intégralement. Je vous la résume. Serbes, vous êtes les descendants de ces ancêtres qui ont vécu pendant plus de 5 siècles en paix et en sécurité sous l'égide paternelle du gouvernement impérial ottoman. Ce gouvernement s'est efforcé de combler de ses bienfaits vos ancêtres. Il a témoigné des mêmes sentiments de justice et de bienveillance envers vous autres, qui êtes leurs descendants. Mais des hommes funestes qui sont à la tête des affaires en Serbie ont égaré une partie de la nation serbe et lui ont fait porter secours aux rebelles de l'Herzégovine et de la Bosnie. Après avoir rappelé à toutes fins utiles que la Serbie est une partie intégrante de l'Empire ottoman et que ses habitants sont les sujets du gouvernement impérial, la Sublime Porte faisait savoir qu'elle protégerait les chrétiens soumis à condition qu'ils déposent leurs armes et poursuivrait avec la plus grande sévérité tous les insurgés. Et la proclamation s'achevait ainsi: que la justice divine s'accomplisse. Ce numéro du Rappel du 26 août est la source principale de l'appel de Victor Hugo. Le 28 août, il note dans ses carnets « J'ai écrit la protestation pour la Serbie. Elle paraîtra demain. Les correspondants du Daily Telegraph et du Times me la demandent pour l'envoyer en Angleterre par le télégraphe. » Cette déclaration est donc publiée le 29 août sous le titre « Pour la Serbie » à la une du Rappel daté du 30 août. Elle paraît aussi en 3e page du Daily News le 30 août. Son premier paragraphe, avec son jeu de questions-réponses et ses antithèses extrêmes, ressort emprunté à l'ironie voltairienne et particulièrement efficace. Ça commence in medias res. Il devient nécessaire d'appeler l'attention des gouvernements européens sur un fait tellement petit à ce qu'il paraît que les gouvernements semblent ne pas l'apercevoir. Ce fait, le voici. On assassine un peuple.
Où? En Europe. Ce fait a-t-il des témoins? Un témoin, le monde entier. Les gouvernements le voient-ils? Non. Victor Hugo s'attache ensuite à distinguer, d'une part, les gouvernements et d'autre part, les nations. À de certains moments, écrit-il, ce contresens éclate. La civilisation est dans les peuples, la barbarie est dans les gouvernants. Cette barbarie est-elle voulue? Non. Elle est simplement professionnelle. Ce que le genre humain sait, les gouvernements l'ignorent. Cela tient à ce que les gouvernements ne voient rien qu'à travers cette myopie, la raison d'État. Belle formule, cette myopie, la raison d'État. Le genre humain regarde avec un autre œil, la conscience. Avant d'en venir au massacre, il montre par l'exemple, à l'échelle européenne, la distinction entre les nations et leurs gouvernements. Nous allons étonner les gouvernements européens en leur apprenant une chose, c'est que les crimes sont des crimes. C'est qu'il n'est pas plus permis à un gouvernement qu'à un individu d'être un assassin. C'est que l'Europe est solidaire. C'est que tout ce qui se fait en Europe est fait par l'Europe. C'est que s'il existe un gouvernement bête fauve, il doit être traité en bête fauve. Inspiré par le récit du massacre de Batak publié dans le rappel du 26 août, la description des horreurs de la guerre s'inscrit dans la continuité directe de cette phrase, sans point séparateur. En la découvrant dans le journal, donc le 29 août au soir, Juliette Drouet, qui était à cette époque et depuis longtemps la compagne de Victor Hugo, Juliette Drouet lui écrit dans sa lettre quotidienne que c'est Dieu lui-même qui parle par sa bouche divine à ces, je la cite, à ces démons couronnés, à ces tourmenteurs de l'humanité, à ces égorgeurs de petits-enfants, à ces monstres à figure d'hommes, pour les rappeler à la pitié. Cet appel pour la Serbie témoigne pourtant d'une grande habileté qui va bien au-delà de la simple émotion déjà considérable. Sans minimiser les horreurs de ce carnage, et conformément à son entrée en matière, Hugo charge en même temps la Turquie et la passivité des gouvernements d'Europe. Il a cette formule, « Les sauvages qui commettent ces forfaits sont effrayants et les civilisés qui les laissent commettre sont épouvantables. » Et tandis que la plupart des articles contemporains faisaient de ce conflit une guerre des religions, sinon une guerre des civilisations, chrétiens martyrs contre musulmans fanatisés, Hugo rapproche les dernières encycliques papales condamnant le monde moderne sous tous ses aspects, ce qui s'appelait le syllabus décrété en décembre 64. Hugo rapproche ces encycliques papales des mœurs ottomanes. Oui, écrit-il, la nuit est noire. On en est à la résurrection des spectres. Après le syllabus, voici le Coran. D'une Bible à l'autre, on fraternise. Jungamus dextras, formule qu'il mettait quelquefois à la fin de ses lettres, qui veut dire « joignons-nous les mains, serrons-nous les mains ». Jungamus dextras, donc d'une Bible à l'autre, donc de la Bible au Coran. Derrière le Saint-Siège, continue-t-il, se dresse la sublime porte. On nous donne le choix des ténèbres. Et voyant que Rome nous offrait son Moyen-Âge, la Turquie a cru pouvoir nous offrir le sien. Alors, formule étonnante, hein, on nous donne le choix des ténèbres, qui rappelle une très belle formule qui est plus connue, qu'il avait écrite dans un essai sur William Shakespeare, un livre qui s'appelle William Shakespeare par Victor Hugo en 1864, écrit pendant l'exil. Formule qui est, je vous la lis en entier, comme ça vous avez la phrase complète. L'homme qui ne médite pas vit dans l'aveuglement, l'homme qui médite vit dans l'obscurité. L'homme qui ne médite pas vit dans l'aveuglement, l'homme qui médite vit dans l'obscurité.
Et il ajoutait « Nous n'avons que le choix du noir ». Et là, donc 12 ans après, la nuit est noire. Il s'agit véritablement là d'un coup de force. Personne n'avait encore songé à prendre la défense de la Bulgarie en attaquant la papauté comme modèle de la Turquie. Ce qui importe pour Hugo, c'est de bien distinguer entre une guerre d'indépendance nationale et une guerre de religion. Il intervient pour défendre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, non pour leur permettre de sortir d'une religion dominante pour tomber dans une autre. Sur une feuille détachée, il a jeté, il jetait ses idées sur des feuilles coupées qu'il appelait des copeaux. Il a jeté ces quelques lignes titrées Serbie-Bulgarie. C'était vraisemblablement une articulation prévue pour le discours qu'il préparait. Donc c'était un peu avant la publication du discours. Et voilà ce qu'il écrit sur ce petit papier. Et devant de telles horreurs et de telles épouvantes, on sait bien qu'il y a un pape, mais on se demande s'il y a un Dieu. Et il ajoutait, oui, il y a un Dieu, car il y a une France. Le verbe est aujourd'hui là. La France accablée et mutilée n'en est pas moins la France. On se relevait de la guerre de 70, amputée par la Prusse, par l'Allemagne, on avait perdu l'Alsace et la Lorraine. La France était très faible à cette époque-là. La France accablée et mutilée n'en est pas moins la France. On a pu briser l'épée, on ne peut éteindre le flambeau. Elle n'est plus la force, mais elle est la civilisation. Elle ne peut plus faire entendre le canon de Navarin, mais elle peut toujours faire tonner la voix de Voltaire. La victoire russo-anglo-française de Navarin contre la flotte turco-égyptienne de 1827 avait été célébrée dans les Orientales, recueil de jeunesse de Victor Hugo, par notamment un poème qui s'appelle Navarin. Mais les temps avaient en effet changé et la France n'était plus du tout triomphante. Cette France affaiblie, qui se remet donc de l'amputation de son territoire et de la guerre civile qui avait été la Commune de Paris, cette France de 1876, qui se retrouve dans Voltaire, ressemble peut-être davantage à celle de 2026 qu'à celle de 1827. Cette assimilation de Dieu à la France aurait toutefois pu être mal interprétée à l'international. C'est la raison sans doute pour laquelle Hugo préfère ne pas l'utiliser dans son discours. Et il en appelle, pour finir, aux États-Unis d'Europe, de même qu'en février 69, il en avait appelé aux États-Unis d'Amérique pour essayer de sauver la Crète des Turcs et l'Europe de l'indignité. Voilà ce passage où il passe de son appel à l'Europe. Ce qui se passe en Serbie démontre la nécessité des États-Unis d'Europe. Qu'aux gouvernements désunis succèdent les peuples unis. Finissons-en avec les empires meurtriers. Muselons les fanatismes et les despotismes. Brisons les glaives, vallées des superstitions et les dogmes qui ont le sabre au poing. Plus de guerre, plus de massacres, plus de carnage. Libre pensée, libre échange, fraternité. Est-ce donc si difficile, la paix ? La République d'Europe, la Fédération continentale, il n'y a pas d'autre réalité politique que celle-là. Les raisonnements le constatent, les événements aussi. Sur cette réalité, qui est une nécessité, tous les philosophes sont d'accord et aujourd'hui, les bourreaux joignent leur démonstration à la démonstration des philosophes. À sa façon et précisément parce qu'elle est horrible, la sauvagerie témoigne pour la civilisation. Le progrès est signé Ahmed Pacha, c'était le nom du sultan. Ce que les atrocités de Serbie mettent hors de doute, c'est qu'il faut à l'Europe une nationalité européenne, un gouvernement un immense arbitrage fraternel, la démocratie en paix avec elle-même, un gouvernement Et alors, je ne sais pas si je vous lis la suite de la citation, parce que c'est le moment
enfin, il ne faut pas couper Victor Hugo, mais c'est le moment où son Europe n'est plus tout à fait d'actualité. Mais c'est quand même important pour comprendre comment il pensait l'Europe. Toutes les nations sœurs ayant pour cité et pour chef-lieu Paris, c'est-à-dire la liberté ayant pour capitale la lumière. En un mot, les États-Unis d'Europe. C'est là le but, c'est là le port. Ceci n'était hier que la vérité. Grâce au bourreau de la Serbie, c'est aujourd'hui l'évidence. Aux penseurs s'ajoutent les assassins. La preuve était faite par les génies, la voilà faite par les monstres. Cette phrase finale de l'appel que vous avez derrière vous est une transposition allégorique de cette formule du progrès signée Ahmed Pacha. Elle est dans le discours détaché, elle forme un paragraphe autonome, c'est la dernière phrase, et elle s'éclaire ainsi d'elle-même, avec sa puissance évocatoire et sa beauté de frise orientale. L'avenir est un dieu traîné par des tigres. On comprend, le bien naît, pour ainsi dire, aussi du mal, où le progrès emprunte des voies détournées. On pourrait y voir une lointaine variation sur le titre des Fleurs du mal, paru une vingtaine d'années plus tôt. Quoi qu'il en soit, en suivant de près la chronologie des faits et le contexte, on ne s'étonne plus que l'appel ait été lancé à cette date-là pour la Serbie, qui était en pleine guerre, plutôt que pour la Bulgarie, apaisée ou pacifiée, comme disent les occupants, depuis 3 mois. Loin d'être une erreur géographique, c'était une simple opportunité historique, naturellement facilitée par l'identité de l'agresseur. Un détail vraisemblablement involontaire contribuera toutefois à augmenter la confusion. Dans la version originale publiée par Le Rappel, Batak est orthographié correctement Batak à sa première occurrence et Balak à la seconde, coquille qui s'étendra dans l'édition d'Actes et Paroles, où il sera 2 fois question de Balak, de même que dans toutes les éditions ultérieures, et aucune note ne viendra plus jamais corriger cette faute. Mais personne ne s'y trompe pas sur le moment. Le 31 août, donc 2 jours après le lendemain même de la publication, enfin en 2 jours, c'est parce que le journal paraissait la veille de la publication dans Le Rappel de la lettre, un certain Lubomir Zolotovitch signe une lettre qu'il envoie au rédacteur du Rappel au nom d'un groupe d'enfants de la malheureuse Bulgarie. C'est lui qui écrit cela. Au nom d'un groupe d'enfants de la malheureuse Bulgarie qui étaient en train de faire leurs études à Montpellier. C'est la première réaction officielle à cet appel de Victor Hugo. Je vais vous en lire les 2 paragraphes du centre. La France, ce pays sublime où la générosité et le fond du caractère avaient l'air de nous oublier. Mais non. La voix aimée d'un grand homme s'est fait entendre. C'est Victor Hugo qui a parlé pour nous. Lui qui a tant souffert, il devait comprendre les souffrances de ce peuple, condamné à mort par la diplomatie. Il a donc fait appel à l'Europe civilisée au nom de l'humanité. Puisse sa voix retentir jusqu'au fond des consciences des coupables et éveiller les remords de ceux qui nous ont abandonnés aux horreurs de la mort. Quant à nous, jeunes Bulgares qui sommes venus en France pour y puiser les idées de liberté et de fraternité, il est de notre devoir de remercier du fond du cœur l'homme qui prend en main notre défense à la face de l'Europe. Nos cœurs ont repris courage à la lecture du manifeste qui flétrit l'indifférence coupable des diplomates, et nous nous sommes sentis fiers d'être protégés par la voix d'un Victor Hugo. Notre peuple se souviendra. Entre-temps, dans son numéro du 2 septembre, sous le titre « Les massacres en Bulgarie », Le Rappel était revenu sur le rapport de l'ambassadeur américain à Constantinople. Il rappelait
les massacres de Batak et surtout blanchissait les Bulgares des accusations portées contre eux par les Turcs qui se défendaient en attaquant, riposte vieille comme le monde. Pour les lecteurs du rappel, comme pour tous les contemporains, à commencer par ces jeunes Bulgares de Montpellier, qui n'imaginent même pas qu'il pourrait y avoir une erreur d'attribution dans l'intervention de Victor Hugo, les choses étaient donc parfaitement claires. Soulignant l'unité de la crise dans les Balkans, Hugo avait rédigé un appel pour la Serbie en racontant les massacres qui avaient eu lieu en Bulgarie. C'est le 6 septembre 1976, soit une bonne semaine après l'intervention de Victor Hugo, que les journaux annoncent la publication à Londres du petit livre de Gladstone, Bulgarian Horrors and the Question of the East, qui fit tant pour la cause bulgare. 200 000 exemplaires allaient être vendus, paraît-il, le premier mois. Le chef de l'opposition libérale en Angleterre y poursuit victorieusement 2 buts à la fois, dénoncer aux yeux de l'Europe les massacres en Bulgarie et attaquer son vieil ennemi d'Israël, alors au pouvoir, en montrant que la politique étrangère de son gouvernement a été en dessous de tout. Le rappel l'annonce, le présente et le commente dans la semaine du 7 septembre. Si Gladstone, comme on peut le lire quelquefois, a bien écrit son pamphlet en quelques jours au début du mois de septembre, il faut peut-être compter l'appel de Victor Hugo, publié dans les quotidiens anglais à la fin du mois d'août, au nombre de ses sources d'inspiration. En tout état de cause, il importe de bien souligner cette semaine de décalage entre les 2 interventions. On lit trop souvent que Victor Hugo, intervenant déjà 3 mois après les faits, a suivi le pamphlet de Gladstone. La chronologie montre qu'il n'en est rien. Il avait du reste beaucoup attaqué le même Gladstone pendant la guerre franco-allemande, puisque Gladstone était à l'époque à la tête du gouvernement anglais. Le rappel daté du 8 septembre, qui présente déjà la brochure de Gladstone, reproduit en première page un télégramme de Gaston Lemay qui se trouve maintenant avec l'état-major serbe à Aleksinac. Télégramme qui a pour objet de démentir la chute de la ville aux mains des Turcs et qui s'achève par ce paragraphe. Les Serbes adressent leurs remerciements émus à Victor Hugo pour sa protestation contre les cruautés turques. Dans sa lettre quotidienne, Juliette Drouet attire sur ce télégramme l'attention de Victor Hugo qui note dans son carnet « Télégramme des Serbes qui me remercient ». La semaine suivante, le rappel signalera en 2e page que, je cite, « l'admirable manifeste de Victor Hugo est publié en traduction dans un journal serbe, l'Istok ». Le 10 septembre 1976, le congrès de la Ligue internationale de la paix et de la liberté, dont je vous avais parlé en 1849, c'était une institution qui avait été fondée à ce moment-là et qui se réunissait tous les ans dans un pays d'Europe. Le 10 décembre 1976, le congrès de la Ligue internationale se réunit à Genève. Son président, Charles Lemonnier, a invité Victor Hugo comme il l'invite chaque année. Hugo ne peut pas se déplacer, mais il envoie une brève lettre dans laquelle il écrit « Devant la France mutilée, devant la Serbie torturée, la civilisation s'indigne et la protestation du Congrès de la paix est nécessaire. » La lettre de Victor Hugo est publiée dans la presse, tandis que le Congrès fait à son tour appel à l'Europe pour qu'elle intervienne et rétablisse la paix, tout en affirmant le droit de l'Herzégovine, de la Bosnie, de la Serbie, du Monténégro et de la Bulgarie à disposer d'eux-mêmes. Le mois suivant encore, à tous les sénateurs de l'extrême gauche réunis chez lui, donc en octobre 1976, Hugo soumet 3 questions. C'était des réunions des sénateurs de son groupe parlementaire au Sénat. Hugo soumet 3 questions, dont la première concerne la politique extérieure. La première question est celle de la guerre de la Serbie et de la Turquie. Monsieur Victor Hugo a demandé si dans une telle lutte où l'une des nations combat pour son indépendance et l'autre pour le maintien de sa domination, la France, quoique affaiblie par ses revers et devant évidemment se garder de toute intervention matérielle, ne devait pas exister moralement et faire, au nom de l'humanité, de la civilisation et du droit, une déclaration en faveur de la nation opprimée.
M. Victor Hugo, à cette occasion, a signalé le silence systématique de notre ministre des Affaires étrangères et n'a pas pensé que le membre du gouvernement chargé des relations extérieures dût conserver une pareille attitude. Cette question posée par Victor Hugo, qui reprend son appel du mois d'août, rappelle cette fois, par son attaque du gouvernement de Jules Dufort et de son ministre des Affaires étrangères, le duc Louis de Cazes, cette intervention rappelle le livre de Gladstone. Invoquant la situation difficile dans laquelle son pays se trouvait, le duc de Cazes avait en effet lui aussi bien pris soin de ne pas intervenir dans les affaires d'Orient. Mais à la différence de Gladstone, et même du rappel qui continue régulièrement à parler de la Bulgarie, Hugo concentre toujours ses efforts sur la Serbie encore en guerre. La réunion s'est associée à l'unanimité, précise le compte-rendu dans le rappel que je vous citais, la réunion s'est associée à l'unanimité aux observations présentées par son président. Les interventions diplomatiques venues essentiellement de Russie furent, semble-t-il, plus efficaces que l'armée serbe pour suspendre la guerre contre les Turcs. L'armistice, tout d'abord provisoire, était en tout cas effectif quand le rappel publia, dans son numéro du 22 novembre 1976, cette nouvelle lettre adressée à Victor Hugo à propos de son appel pour la Serbie du mois d'août. Je vous lis cette lettre. Grand poète, la protestation éloquente par laquelle vous avez blâmé l'indifférence de l'Europe qui a permis que les chrétiens d'Orient fussent abandonnés à la barbarie inouïe des Turcs a ajouté à votre nom un nouveau titre de gloire. Nous autres, Bulgares, écrasés et humiliés sous le joug des Turcs, nos tyrans séculaires, nous sommes profondément émus de votre sympathie. Elle nous procure une grande consolation dans nos malheurs. Le comité central de charité à Bucarest, représentant de l'émigration bulgare, a l'honneur de vous exprimer, grand citoyen de la République française, ses sentiments de profonde reconnaissance et d'admiration sincère, et il vous prie de bien vouloir accepter, en faible signe de gratitude de sa part, le titre de membre d'honneur. À cet effet, le correspondant du rappel, M. Gaston Lemay, qui est venu jusqu'ici plaider la cause d'un peuple malheureux et opprimé, vous remettra le diplôme. Agréez, cher et grand poète, l'assurance de la grande considération que vous portent vos dévoués serviteurs et l'hommage de leur profonde reconnaissance. Il doit s'agir ici du comité bulgare révolutionnaire formé en Roumanie, dont Toncho Karaboulkov rappelait dans son article de 2003 qu'il avait à l'origine divisé le pays en 4 régions militaires d'insurrection. Dans son carnet du même jour, Victor Hugo résume un peu vite cette lettre sous la forme suivante. Les journaux contiennent une adresse des notables de Bulgarie me nommant citoyen d'honneur de leur pays. Encore une fois, ni d'un côté ni de l'autre, on ne semble prêter la moindre attention à l'écart entre le titre de l'appel et son contenu. Victor Hugo n'est naturellement pas surpris d'être remercié par des Bulgares, puisqu'il a raconté les massacres de Batak, et les Bulgares réfugiés en Roumanie ne font pas une seule fois allusion au titre de son adresse pour la Serbie. Inutile dès lors d'aller chercher des raisons plus géostratégiques, par exemple l'idée selon laquelle Hugo peut être influencé par les anciens enthousiasmes de son illustre ami Lamartine, aurait souhaité que les peuples chrétiens des Balkans se réunissent sous l'égide de la Serbie, ou autour d'elle, ou à partir d'elle. Aucun mépris pour la Bulgarie dans son choix stratégique, on pourrait dire opportuniste dans le bon sens du terme, c'était seulement l'urgence de la question serbe qui prévalait. La meilleure preuve en est que la Bulgarie apparaît de nouveau, et pour la dernière fois sans doute, sous la plume de Victor Hugo l'année suivante, au moment même où le tsar Alexandre II faisait pression sur les Occidentaux pour qu'ils réclament l'autonomie des Bosniaques et des Bulgares, ce qui devait conduire inévitablement à la guerre contre les Turcs, peu disposés à céder sur ce point. Quelques semaines avant la déclaration de guerre qui va suivre ce refus, Victor Hugo et Louis Blanc donnent à Paris une grande conférence pour lever des fonds au profit des ouvriers soyeux de Lyon, frappés de plein fouet par une grave crise économique. À peu près au milieu de son discours, dont le texte est publié dans le rappel du 27 mars 1977,
Victor Hugo revient sur la situation internationale en parlant de la guerre initiale des deux empereurs, c'est-à-dire de Napoléon III et de Guillaume Ier. Comme je le disais en commençant, dit-il, à l'heure troublée où nous sommes, les phénomènes inquiétants viennent des rois, les phénomènes rassurants viennent des peuples. Au-dessous du grondement bestial de la guerre déchaînée il y a 7 ans par 2 empereurs, au-dessous des menaces de carnage et de dévastation à chaque instant renouvelées, quelquefois même réalisées en partie, témoin l'assassinat de la Bulgarie par la Turquie, au-dessous de la mobilisation des armées, au-dessous de tout ce sombre tumulte militaire, on sent une immense volonté de paix. Je le répète et j'y insiste, qui veut la guerre? Les rois. Qui veut la paix? Les peuples. Il semble qu'en ce moment, une bataille étrange se prépare entre la guerre, qui est la volonté du passé, et la paix, qui est la volonté de l'avenir. Sur le manuscrit de ce discours, on constate que Victor Hugo avait tout d'abord écrit l'assassinat de la Serbie par la Turquie, avant de remplacer cette fois Serbie par Bulgarie. Même si l'association des deux pays, on l'a vu, remonte haut dans son esprit, cela ne signifie nullement qu'ils étaient interchangeables. Pour cause d'urgence historique, il avait pris l'habitude de soutenir les Serbes dans la conquête de leur autonomie, mais maintenant que la guerre était provisoirement terminée et que la Bulgarie, dont l'indépendance était réclamée, revenait sous les feux de l'actualité, il pouvait lui rendre ce qui lui appartenait, à savoir son martyre. Victor Hugo ne semble pas avoir accordé une attention particulière dans ses carnets ou dans ses notes au traité de San Stefano du 3 mars 1978, imposé par la Russie victorieuse à la Turquie vaincue, qui conduira à l'autonomie puis à l'indépendance de la Bulgarie. En 1902, en tout cas, lors de la célébration du centenaire de Victor Hugo à Paris, une délégation bulgare est présente, conduite par M. Vladimir Bobochevski. Entre un long discours du représentant des Arméniens et une brève déclaration du représentant des Serbes, il prononce 2 phrases. « Messieurs, la France donne le jour et élève des enfants dont la mémoire est vivace et chère au cœur de l'homme. Les Bulgares, estimant les services rendus par Victor Hugo à leur liberté, demandent la permission de partager avec vous les hommages rendus aux cendres de ce génie immortel. » En juin 1935, le cinquantenaire de la mort de Victor Hugo est célébré tout près d'ici, au Théâtre national de Sofia, en présence du roi Boris, arrière-petit-fils de Louis-Philippe donc, et des plus hautes autorités du pays. Au discours succède la représentation du 3e acte d'Hernani. Le samedi 16 novembre 2002, enfin, à la séance du Sénat à Paris en hommage au bicentenaire de Victor Hugo, bicentenaire de sa naissance, l'invité d'honneur est un certain Siméon de Saxe-Cobourg-Gotha, Premier ministre de Bulgarie, ancien roi de ce pays, qui symbolise aujourd'hui la jeune démocratie bulgare. C'est une citation. Personne ne semble s'être inquiété ce jour-là du parallèle que l'on pouvait établir entre un ancien roi devenu Premier ministre et un ancien président devenu empereur, comme l'était Napoléon III, mais il est vrai que leur chemin allait dans des sens opposés. Il ne fait nul doute, en tout cas, que Victor Hugo a bien mérité, et non usurpé, la place qui est la sienne dans le panthéon personnel d'Ivan Vazov, et celle qui pourrait être, sans dommage plus grande encore, dans les commémorations régulières de la Renaissance bulgare. Je remercie une nouvelle fois l'Institut français de Bulgarie de ne pas l'avoir oublié en ce 150e anniversaire, auquel je suis heureux et honoré d'avoir pu participer en votre compagnie.